se passe dans le cerveau de l'enfant entre 0 et 4 ans nous apprend beaucoup sur comment l'enfant va être adolescent ainsi que comment il va être adulte. Mais un point très très important que les neurosciences ont amené, c'est qu'on n'est pas prédéterminé. On n'est ni prédéterminé par nos gènes, ni prédéterminé par les 9 mois de grossesse. C'est vrai que les 9 mois de grossesse ont un impact assez considérable sur le développement du cerveau, surtout le stress, l'alcool, la fumée, la cigarette ou autres aspects qui peuvent influencer le développement du cerveau de l'enfant. Mais par contre, ce que les neurosciences nous apprennent, c'est qu'on vient au monde comme une pierre précieuse, comme cette pierre à peu près. Donc c'est vraiment comme une pierre précieuse que la nature va sculpter de plus en plus par la suite. Donc les expériences de la vie vont sculpter. Alors on peut imaginer le cerveau de l'enfant comme une pierre précieuse. Ça c'est tout ce qui a été déterminé avant sa naissance, ses gènes, les 9 mois de grossesse, comment ça a été. Et puis petit à petit, à partir de la naissance et dans ces 4 ans spécifiquement, on trouve que grâce à l'expérience, de plus en plus, on a vraiment une sorte de croissance, une poussée de croissance neuronale assez considérable que tout ce qui est épigénétique pour le meilleur comme pour le pire va amener. Donc toutes nos interactions, chaque contact, chaque regard, chaque contact physique ou psychique aussi aura un impact sur cette structure neuronale base génétique et puis aussi la structure par la suite que tout ce qui est comportemental va amener en épigénétique. Oui, absolument. Il y a certainement des moments clés qui commencent même avant la naissance. Donc, à partir du 5e mois de grossesse, par exemple, le bébé ou le fœtus commence à reconnaître les syllabes de sa langue maternelle, certains mots. À la naissance, il reconnaît déjà la voix de sa maman, il reconnaît déjà tout ce qui est langue maternelle. Il arrive vraiment à différencier langue maternelle d'autres langues qu'il n'a jamais entendues à la naissance. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin vraiment d'être une neuroscientifique pour savoir qu'à 3 mois, on commence à faire des grimaces à l'enfant. D'une façon innée, on le fait en fait. D'une façon innée, surtout, on joue à ce jeu, j'existe plus, je suis plus là, je suis là. Donc c'est vraiment un jeu super important à 3-4 mois, c'est parce que c'est là où il y a certains types de neurones, surtout ici dans ce cortex pariétal, qui commencent à se former, ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui sont la base de l'apprentissage par observation, la base de l'apprentissage par imitation aussi, parce que si on bâille, l'enfant va bâiller, si on fait des grimaces, il va essayer de faire les grimaces et il sourit pour la première fois. Donc ce sourire est immense parce que ça nous dit que yes, les neurones miroirs commencent à se former, qui sont vraiment les prémices, ces neurones miroirs de j'imite, je fais ce que tu fais, je fais comme toi. C'est vraiment les prémices par la suite de ce qu'on va retrouver vers l'âge de 4 ans, de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est-à-dire cette capacité de dire « je peux me positionner dans ta tête, je peux savoir tu penses à quoi ». Donc cette théorie de l'esprit, c'est aussi les prémices de l'empathie par la suite. Si on imagine que tout ça commence à 3-4 mois, on peut considérablement alors repenser notre façon de regarder l'enfant. Un cadre contenant, sécurisant. Mais ça doit commencer par un cadre. L'enfant n'est pas capable encore, donc parce qu'il n'y a pas encore toutes les autoroutes dans son cerveau qui lui montrent comment faire et quoi faire. L'enfant a besoin vraiment de ce cadre pour être plus en sécurité. Donc l'enfant a besoin de nommer l'émotion quand il est en colère, par exemple. Alors, au lieu de lui dire « arrête, ne sois pas en colère » ou « va faire ta colère ailleurs » ou « t'es méchant », alors là, ça serait plutôt « pourquoi t'es en colère ?» Au lieu de l'envoyer juste dans sa chambre ou bien au lieu de l'envoyer quelque part pour lui dire c'est punition, l'aider à nommer. Donc mettre des mots sur les émotions calme cette partie du cerveau qui est considérée comme le système d'alarme. Donc ce cadre sécurisant contenant va être vraiment les prémices de ce qu'on appelle langage intérieur. Comme ça, pour la prochaine fois, si effectivement on exclut l'enfant parce qu'il a fait des bêtises,
il aura ce langage intérieur, il va dire, ok, je nomme l'émotion, qu'est-ce qui se passe en moi, comment je peux être capable d'écouter ce que l'adulte m'a dit. Mais c'est un apprentissage et on doit accompagner l'enfant durant cet apprentissage. Les crises pendant cette période de 4 ans sont normales. Mais ça dépend. Si l'enfant pique une crise, puis je lui dis 1, 2, 3, on arrête, il arrête, c'est OK. Si on compte jusqu'à 1000, il n'arrête pas, là c'est un peu problématique. L'idée, c'est toujours prévoir. Prévoir avant l'activité. On va lui dire, écoute, je vais te mettre ici une sorte d'horloge ou de bac à sable ou de quelque chose qui montre à l'enfant que quand ça se rapproche de 1 ou de 0, on va arrêter. 3 minutes avant, je vais lui dire. 2 minutes avant, je vais lui dire. Le préparer, prévoir. Donc prévoir, c'est très très important, avant même de commencer l'activité. Ça ne serait pas pour tous les enfants, ça serait pour les enfants à problème, ça serait pour les enfants qui ont donc ce tempérament impulsif, ce tempérament. On sait, d'après les études, que ces deux types de tempéraments sont assez vraiment sous commande génétique relativement. Les enfants anxieux, que nous, comme adultes, on va les considérer comme enfants faciles, très sympas à travailler avec, parce qu'ils vont dire oui tout le temps, pour plaire, pour ne pas créer des problèmes, et parce que les tempéraments anxieux aussi vont toujours éviter. Donc ils évitent même les problèmes. Ils ont ce comportement un peu évitant. Là, ça serait important de taquiner l'enfant de temps en temps et de ne pas toujours éviter les problèmes avec lui, de créer parfois même quelques petits problèmes, des erreurs, pour que l'enfant apprend à ne pas éviter. L'évitement nourrit l'anxiété. Autre type d'enfants qui vont être plus rebelles, intrépides complètement, impulsifs, qui vont toujours dire non, ces enfants ont besoin de plus de sécurité, ont besoin toujours de prévoir l'arrivée du monstre, l'arrivée de c'est la fin, l'arrivée du on arrête, l'arrivée du on change. Donc là, on va ne pas les titiller, ne pas créer des problèmes, mais plutôt les sécuriser au maximum. Donc il faut être le plus flexible possible. Et puis reconnaître aussi, je suis devant quel cerveau ? Cerveau avec un tempérament anxieux, cerveau avec un tempérament plus impulsif, ou cerveau qui accepte les deux, qui est assez flexible. C'est ce qu'on appelle aussi les enfants orchidées, les enfants difficiles. Les enfants orchidées, c'est comme vraiment la plante, hein. Donc c'est vraiment une fleur très 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 sensible qui a besoin. Il ne faut pas toujours la rendre plus sensible. Non, il faut un peu la rendre plus résiliente de temps en temps aussi. Il ne faut pas avoir peur d'un éclatement, d'une crise. Si moi, je ne me sens pas capable, ou je me dis « Oh mon Dieu, mais il va me piquer une crise » et puis je suis un peu dans l'embarras, ou je suis un peu pas sûre de moi-même, l'enfant va le sentir tout de suite. Il va piquer une crise et de crise en crise. Donc je dois être vraiment avec ce regard compréhensif, ce regard bienveillant, mais ce regard assez autoritaire aussi. Super important. Alors le jeu fait pour la pierre précieuse ça. Le jeu est un fertilisant pour les neurones. Le jeu crée des autoroutes dans le cerveau, le jeu symbolique, le jeu par imitation. Le jeu crée des règles. Pour jouer, on a besoin de règles. Le jeu crée le sentiment d'appartenir, appartenir à une équipe, appartenir aux règles de jeu, l'appartenance qui est très très important. Le jeu est les prémices vraiment de tout ce qu'on appelle les fonctions exécutives qui sont là. Alors pour tout ce qui est jugement moral, je peux, je ne peux pas, tu n'as pas le droit de tricher, tu peux pas, tu peux. Il faut suivre tout le monde. Si tu boudes, alors tu es exclu. Il faut vraiment essayer de travailler avec tout le monde dans une sorte d'équipe. Le jeu entre deux ou le jeu tout seul, donc même si l'enfant commence à jouer tout seul, c'est très très important aussi pour ce développement du langage intérieur.
les enfants qui se parlent à eux-mêmes dans un petit coin, puis qui essayent de jouer, puis qui essayent de jouer avec des figurines et qui parlent, c'est très, très intéressant, très important aussi pour le développement futur de leur langage. L'enfant a besoin de beaucoup de sommeil. Quand on est éveillé, on consomme toujours beaucoup plus de glucose et d'oxygène. Mais c'est surtout le cortex qui parle à la partie de la mémoire, qui essaye de mettre dans la mémoire tout ce que l'enfant voit tout au long de la journée. Pendant ces moments de sommeil, il se passe quelque chose de très très intéressant. En fait, pendant les moments de sommeil, et surtout le sommeil quand l'enfant rêve, le cerveau consomme beaucoup plus de glucose et d'oxygène, parce qu'il travaille beaucoup plus. Là, ce n'est plus le cortex, la partie pensante, la partie assez humaine de notre cerveau, la partie du libre arbitre, la partie du jugement, qui parle à la mémoire, mais c'est l'inverse. C'est la mémoire qui rejoue tout ce qui s'est passé pour caser, pour apprendre. Là, la mémoire, c'est vraiment les traces de l'apprentissage, de toute une journée ou de ces quelques heures avant la sieste. Donc là, quand on est éveillé, l'apprentissage passe du cortex à l'hippocampe, puis quand on dort, c'est l'inverse. Donc c'est vraiment cette partie de la mémoire qui est éveillée et puis qui dit « je suis là, je suis capable de faire des mises à jour de ma mémoire, je suis capable de créer des autoroutes, je suis capable de caser l'information ». Quand l'enfant ne dort pas ou dort dans un environnement insécure, ça serait un problème pour la mémoire. Cette partie qu'on appelle l'hippocampe, qui est très très importante pour la mémoire et donc l'apprentissage. Alors, ce qu'on risque, c'est des troubles d'apprentissage ou des troubles de déficit de l'attention ou des troubles d'hyperactivité, aussi mentale ou motrice. L'impact n'est jamais de l'événement traumatique. L'impact serait toujours de l'interprétation que l'adulte va donner à cet événement traumatique. C'est un point très très important. L'enfant n'est pas capable encore d'interpréter les événements traumatiques. L'interprétation se passe dans le cerveau, grâce ou à cause de ce que l'enfant voit et observe de la réaction de l'adulte à l'événement traumatique. Il ne faut pas oublier, si j'ose me permettre de donner cet exemple, La Bella Vita, le film, où l'adulte, le papa, a réinterprété complètement l'histoire d'une autre manière par le jeu, ce qui a diminué considérablement le trauma. Chaque trauma est une interprétation de ce qui se trouve dans le cerveau. Alors si on arrive à bien interpréter la colère, la tristesse, les événements négatifs, les événements traumatiques à l'enfant, et on l'accompagne pour retrouver un sens, pour essayer d'avoir un sens à ce trauma, alors là, l'interprétation va complètement être autrement. Par contre, quand on n'arrive pas à faire ça, le trauma va agir donc très différemment. Alors le trauma va complètement anéantir tout type de fertilisation dans ces neurones et cette pierre précieuse va complètement s'éteindre. Les événements traumatiques activent la partie de naissance de l'émotion et ça s'arrête à là. Donc c'est comme si cet enfant va vivre sa vie avec un système d'alerte toujours on, toujours dans un état d'éveil, toujours avec un sentiment de menace qui va donner à l'enfant ou activer chez l'enfant l'axe du stress, donc ce sentiment de « je suis toujours spaghetti cru », je suis toujours dans cette position-là, ce qui va créer une élévation du taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. Donc ce cortisol est malheureusement neurotoxique. Ce qu'on risque, c'est tuer des neurones. Donc l'enfant va se retrouver avec surtout un hippocampe, qui est là où il y a vraiment la base de l'apprentissage de la mémoire, avec beaucoup moins de neurones qu'un autre enfant qui n'a pas vécu ce trauma de cette façon. C'est extrêmement important de verbaliser les émotions, positives et négatives. Cette verbalisation entre l'âge de 0 et 4 ans
est le pivot de nos pensées automatiques par la suite. Par exemple, toute notre pensée automatique comme c'est ma faute, c'est moi, je suis nul, je vaux rien, je ne peux même pas essayer parce que de toute façon ça ne va pas fonctionner. Tout ça, c'est vraiment des verbalisations internes qu'on a écoutées, qu'on a entendues, qu'on a vécues durant cette période de 0-4 ans. Le point important, c'est vraiment l'enfant est un tisserand qui tisse une toile avec des fils qu'il apporte de son code génétique, mais aussi de vous, comme professionnels qui sont là avec l'enfant, qui lui montrent vraiment comment l'environnement peut façonner son cerveau. Donc, quelque chose de très très important, c'est de reconnaître l'impact qu'un regard, qu'un sourire, qu'un mot peut faire à l'enfant. Les mots des professionnels de la santé peuvent être des fenêtres, comme ils peuvent être des murs aussi.